Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le forum de la presse d'aujourd'hui réfléchit sur la crise politique, le mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, le concours de la fonction publique et la visite du Premier ministre à Gao. Nos invités sur ce plateau, tous journalistes, Makankone du journal Nouvelle Libération, Moustapha Meiga du groupe Sikoro Segou, Hassan Kone de NotreNation.com. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Alors nous ouvrons les débats avec la crise politique. Nous commencerons par vous, Monsieur Kone, Monsieur Makankone, bien sûr. Alors l'opposition compte marcher ce samedi. Elle justifie sa marche par la mauvaise gestion de la situation sécuritaire et politique du pays. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Vous avez dit, vous avez parlé de crise politique. On est en plein dans la crise politique. Il y a quoi? Il y a qu'à constater que, je vais me répéter, qu'on est en crise politique. L'opposition est dans son rôle. Moi, je dirais que l'opposition est encore d'ailleurs un peu, à la limite, qu'il m'excuse, un peu molle. Parce que, vu tout ce qui s'est passé depuis l'élection présidentielle, toutes les tentatives d'empêcher des droits, l'opposition d'exprimer des droits constitutionnels, à savoir manifester, marcher, contester certaines décisions du gouvernement et puis dénoncer la gouvernance et tout. Je crois que l'opposition est plus que jamais dans son rôle, je dirais. D'accord. Et vous, Monsieur Hassan Kone? Oui, moi je pense que, depuis ces élections, on constate qu'il y a pratiquement deux camps qui s'affrontent sur le terrain du paysage politique malien. Il y a les tenants du pouvoir et il y a ceux qui ont voulu accéder au pouvoir. Bon, malheureusement, les élections se sont emballées de telle sorte que certains Maliens estiment aujourd'hui que les choses ne se sont pas faites dans des conditions de transparence totale. De telle sorte qu'on est installé dans une crise politique qui ne dit pas son nom, parce que jusqu'à preuve du contraire, et celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle n'a pas accepté sa défaite. Et dans un contexte pareil, il serait intéressant que l'État mette en place une stratégie pour ouvrir des dialogues, des discussions. Tout compte fait, c'est entre Maliens. Et des discussions arrangeraient mieux la situation que de vouloir s'enfermer dans une tour d'ivoire tout en sachant que la réalité est autre sur le terrain, puisqu'il y a une contestation qui ne dit pas son nom. D'accord. Et vous, Monsieur Meiga, quel est votre point de vue? Merci bien. Pour moi, cette marche de demain 8 décembre, c'est pour moi le tournant véritable de la crise post-électorale des présidentielles du mois de juillet et d'août dernier. Encore que je viens de le dire, elle rappelle un certain mois de décembre 1990, où pour briser un peu les chaînes de liberté confisquées par Moussa Traoré, les citoyens démocrates à l'époque se sont opposés aux différentes interdictions du dictateur Guéchi. Bon, ça c'était hier, un peu le passé. Mais nous sommes toujours entre décembre 90 et décembre 2018. Donc demain, c'est une grande marche populaire et patriote indiquée par ses organisateurs. Et surtout, si on voit les affiches, on parle même de synchronisation. Donc pour nous, les couleurs sont claires et annoncées du côté des organisateurs qui veulent vraiment ratisser un peu large et du côté des acteurs qui vont marcher. Parce qu'on parle de différents fronts de l'opposition modérée, opposition radicale, de l'ADEMA association, des forces vives du pays, de la diaspora, et du côté des thèmes que nous entendons chaque jour qui se développent. On ne va pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais ils sont tout un programme de développement pour un pays. Bon, c'est vrai que
nous avons toujours assisté régulièrement à des marches, des meetings de tous ces contestataires du pouvoir. Mais la plupart, ça s'est déroulé dans le jeu démocratique. Mais ma crainte personnelle, madame, c'est que la marche de demain se déroule au moment où la France est en proie à une contestation rarement vécue par un pouvoir contemporain. Or, on le sait, il ne faut pas se le cacher. Il y a toujours l'effet de contagion chez nous, Africains, que ce soit des sujets, des initiatives que nous importons un peu de la France qui nous a colonisés. Donc, c'est pour dire tout simplement, en clair, par rapport à cette crainte personnelle, c'est avec l'actualité, les Gilets jaunes, vous le savez, ne sont pas dans une manifestation paisible depuis des semaines. Alors, les imiter aujourd'hui en Afrique ou au Mali, c'est encore plus dangereux pour un pouvoir et surtout pour le nôtre, un pays qui est totalement fragilisé par tant de problèmes. D'accord. Alors, oui, M. Magan, il nous parle de tournant véritable et de danger pour le pays. Non, moi, je crois que ce qu'il y a, je ne dirais pas à craindre, c'est ce qu'il faut, ce qu'on attend surtout demain, c'est l'application que vont faire les forces de l'ordre par rapport à l'arrêté du gouverneur interdisant les manifestations sur certaines places, certaines artères et tout. Parce que quand vous prenez l'arrêté du gouverneur, c'est que ça interdit pratiquement les marches à Bamako. En fait, c'est ça. C'est que de Koulouba à Sébenikoro jusqu'à l'aéroport, il y a même un trajet qui parle de rond-point Sogolo jusqu'à l'aéroport. Donc, pour vous dire, en fait, moi, c'est par rapport à cela, parce que la marche de l'opposition, l'itinéraire est connu, l'itinéraire est... Direz-vous que l'arrêté, là, a été rendu public à cause de cette marche? En partie, oui. Et quand on voit juridiquement, il se base sur des textes de la Constitution et tout, le gouverneur, pour prendre cet arrêté. Mais moi, je crois que ceci explique cela. Et que ce n'est pas fortuit que le gouverneur ait attendu cette marche de demain, qu'elle soit aussi annoncée, comme vient de le dire Moustapha, que je salue en passant. Comme façon dont la marche est organisée, et puis bon, tout ce qu'il y a autour de cette marche, les manifestants et tous les supposés marcheurs de demain, parce que ce n'est pas que l'opposition en réalité. Aujourd'hui, et puis il faut que les Maliens même comprennent que les marches aujourd'hui ne concernent pas que l'opposition simplement, c'est une question même de gouvernance, le pays même, c'est pour le pays que les gens commencent à marcher maintenant par rapport à la sécurité, disons à l'insécurité financière, l'insécurité sociale, l'insécurité tout court. C'est pour cela, peut-être que, moi en tout cas, personnellement, je parle à mon propre nom, je crois que l'arrêté du gouverneur est lié à la marche de demain. Et vous, M. Hassan? Non, il est clair que le gouverneur a pris sa décision. C'est une manière maladroite, une manière déviée, pour ne pas dire que j'interdis la marche. Parce que quand on lit l'arrêté du gouverneur, pratiquement aucun centimètre carré sur le territoire du district de Bamako n'est ouvert à une marche. Donc, c'est une manière détournée d'interdire la marche. Et c'est ce qui est gauche. C'est ce qui est gauche. Moi, j'aurais vraiment aimé que le gouverneur prenne une décision claire pour dire que la marche n'a pas lieu, la marche est interdite. Et maintenant, bon, on ouvre le débat autour de cette interdiction de la marche, mais se cacher derrière l'état d'urgence et prendre cette décision-là qui pose entièrement problème, parce que cela va contre les libertés définies. On ne peut pas interdire aux citoyens d'exprimer les libertés définies. C'est vrai, on est dans une situation d'insécurité. C'est vrai que le pays est sous un état d'urgence, mais quand même, à brandir l'état d'urgence à tout bout de champ, d'autant plus qu'on a vu des manifestations qui ont regroupé beaucoup plus de personnes où on pouvait brandir l'état d'urgence, ça n'a pas été fait. Et ça ne veut pas dire que ces lieux-là, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un danger. Donc, c'est des démarches gauches pour atteindre aux libertés définies au Mali. Et il faut que les gens se battent pour que les libertés qui sont données au peuple malien en fonction de la démocratie soient respectées. D'accord. Et vous, M. Maïga, direz-vous aussi que c'est une démarche gauche?
Bon, madame, je viens de le dire tantôt que il faut craindre un effet de contagion entre les marches avec casse, les manifestations avec casse des Gilets jaunes en France les week-ends et cette nouvelle marche synchronisée d'après les organisateurs qui se passe aussi ce week-end des 8 et 10 décembre. Donc, j'ai parlé de ma crainte parce que je disais tantôt qu'avec cet effet de contagion, pour un pays qui est totalement fragilisé par tant de problèmes, donc ça inquiète. C'est pourquoi, par rapport à l'arrêté de monsieur le gouverneur, d'ailleurs je profite de votre micro pour dire à monsieur le gouverneur de Bamako que le square de Bamako ne s'appelle pas le square Patrick Lumumba, mais c'est bien square Patrice Lumumba. Donc je ne suis pas surpris par l'arrêté que vient de prendre le gouverneur de Bamako. Seulement, en 58 ans d'indépendance, c'est quand même pour la première fois qu'une interdiction de manifestation va donc spécifier les lieux et les itinéraires concernés. Hassan Koné vient de dire qu'il n'y a même pas un centimètre carré pour une manifestation démocratique quelconque. Donc, pour moi, c'est d'un point de vue analyse, un recul de la démocratie. Mais, entre nous, disons que il ne faut pas se leurrer. Le régime actuel n'a pas le choix pour arriver à cette extrémité. Par exemple, il faut aussi le noter, un autre aspect de la démocratie, c'est l'obligation faite au pouvoir public d'assurer l'ordre public. C'est pour permettre aux citoyens de vaguer librement à leurs affaires. Et nous sommes en matière d'appréciation avec toutes ces considérations que le gouverneur donc a citées dans son arrêté. Il y en a beaucoup. Donc l'appréciation d'autoriser donc ou de refuser une marche publique, ça relève souvent du pouvoir du décideur. Mais selon certains observateurs, les citoyens doivent totalement, madame, respecter cela. Parce que, en tous les cas, c'est le pouvoir et ça peut leur coûter. Alors, monsieur Maïga, il y a monsieur Hassan Koné qui veut réagir à vos propos concernant ce que vous venez de dire tout de suite. Et moi, je pense qu'en matière des marches au Mali, il va falloir peut-être, après cette marche-là, et qu'on interroge la législation malienne sur la question. La législation malienne est claire sur la question. Et le Mali n'a pas créé cette législation parce que c'est une législation qu'on a empruntée. La marche fait partie des libertés définies dans le contexte de la démocratie. Et il y a des conditions qui sont claires dans les conditions dans lesquelles on doit interdire une marche. Pour interdire une marche, il faut que l'autorité qui prend la décision d'interdiction démontre que la marche a une capacité de troubler l'ordre public. Ça, c'est un. Et démontre en deuxième position que l'autorité n'a pas suffisamment de force de l'ordre pour assurer la sécurité, pour rétablir l'ordre public. Voilà des conditions dans lesquelles on interdit des marches. Mais malheureusement ici, il ne peut pas démontrer que cette marche va troubler l'ordre public. Parce qu'on a vu des marches qui ont été organisées par ces associations, ces regroupements politiques qui n'ont jamais troublé l'ordre public sur le territoire de Bamako. Ça, c'est un. Et de deux, on a vu des manifestations qui ont été interdites à Bamako au moment où les forces de sécurité étaient plus nombreuses que les manifestants. Donc, on ne peut pas aussi dire qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de force de sécurité pour établir l'ordre qui va être troublé. Donc, souvent, on interdit des marches au Mali. Les conditions ne sont pas réunies pour interdire ces marches-là. C'est des libertés définies et il faut respecter ces libertés définies. C'est des cadres qui sont préétablis pour que la démocratie s'exprime. Soit on est en démocratie, soit on n'est pas en démocratie. Et quand on n'est pas en démocratie, bon, on fait ce qu'on veut. Maintenant, quand on est en démocratie, on doit accepter les contraintes de la démocratie. D'accord, oui. Non, pour abonner dans le même sens que mon frère Hassan, ici, en fait, les marches ici, on ne demande pas l'autorisation. On en a parlé il y a combien d'années. Celui qui organise la marche ne va pas dire, s'il vous plaît, monsieur, nous souhaitons marcher tel jour. Non, il informe. Monsieur, nous vous informons que nous marchons tel jour et voici l'itinéraire de notre marche. Maintenant, c'est le rôle de l'État. C'est au lieu de réprimer, c'est aux forces de l'ordre de sécuriser la marche. Encore que
même sans avoir la garantie que les forces de l'ordre, comme l'a dit Hassan Koné, vont sécuriser les marches. On a vu des marches ici avec tellement de monde. On n'a pas cassé une seule ampoule n'a été cassée. Donc pour vous dire que les interdictions de marche, elles ont commencé il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose qui s'est passé en juin dernier, tout près. On a réprimé une marche, il y a même des journalistes qui ont été gazés et tout. La seconde marche qui devait suivre a été interdite jusqu'à la veille presque. Il a fallu que la MINUSMA, les partenaires interviennent, mettent la pression sur l'État. Pour vous dire qu'en fait, c'est l'État aujourd'hui qui viole de plus en plus tout ce qui est valeur démocratique dans ce pays. C'est ça la réalité. Sinon, une marche, elle est autorisée. Et elle n'a pas besoin d'être autorisée. On est informé. On informe les gens que nous devons marcher. Nous marchons. Voici l'itinéraire. Maintenant, c'est à l'État de... Voilà. S'il y a d'autres choses, nous ne les souhaitons pas. Si ce n'est pas des choses, par exemple, il y a des casses et tout, c'est les organisateurs de la marche qui sont responsables. Mais tant qu'il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout, la marche, elle est autorisée. Si le gouverneur prend une décision, c'est que l'arrêté, il est du gouverneur, il l'a signé, mais la décision ne vient pas du gouverneur. Quand vous dites que la décision ne vient pas du gouverneur, que voulez-vous dire par là? La décision vient de la hiérarchie du gouverneur. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est la vérité. Le gouverneur seul ne va jamais se lever et interdire une marche à Bamako. D'accord. Et selon certains observateurs, les véritables clés de la résolution de cette crise politique sont entre les mains du chef, du président de la République. Partagez-vous cet avis? Oui, parce qu'il faut qu'il s'implique à fond. Et puis, ça aussi, je vais encore donner raison à mon cousin Hassan. Et il faut que le dialogue s'instaure. Il faut que les gens se parlent aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a, depuis l'élection, le pays est dit. Ce pays est aujourd'hui, c'est tous les segments du pays qui sont divisés. À cause principalement, fondamentalement, de cette élection présidentielle. Mais les leaders religieux et coutumiers ont tenté de faire un dialogue ou des négociations, d'entamer des négociations. Non, malheureusement, eux-mêmes sont divisés. Parce qu'on pense que certains ont pris parti pour le pouvoir, certains ont pris parti pour l'opposition. Donc leur dialogue aujourd'hui, disons, leur parole n'est pas aussi crédible qu'il y a 5 ans, 10 ans et tout. Donc le seul aujourd'hui qui peut trouver la solution, c'est le président. Et puis c'est pas juste qu'il laisse les gens, qu'il fasse asseoir les gens, il faut qu'il fasse des concessions. Il faut que le président de la République fasse des concessions par rapport à la gestion du pays. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ouais. Alors, Monsieur Maïga, nous allons clore ce chapitre. Nous parlerons à présent du mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, le blocage, un blocage, disons, ou une incompréhension. Votre avis sur la question? Monsieur Maïga? Monsieur Maïga, êtes-vous avec nous? Alors, oui, Monsieur Maïga? Oui. Vous êtes avec nous? Oui. Oui, je disais que nous allons ouvrir un autre chapitre concernant le mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, blocage ou incompréhension. Votre avis sur la question? Bon, selon les informations que nous avons, des combattants ont été empêchés de rentrer à Kidal. Pour nous, le commentaire est simple, c'est une violation un peu de l'accord de paix et cela demande tout simplement l'intervention, n'est-ce pas, de la mission de l'ONU au Mali parce qu'il existe aujourd'hui un pacte pour la paix que le gouvernement a signé avec la médiation internationale. Il y a une violation de l'accord de paix par un des signataires de cet accord. Il y a un pacte pour la paix que le gouvernement a signé avec la médiation internationale. Donc, il faut que la médiation résolve ce problème. D'accord. Alors, et vous, Monsieur Hassan Koné, Monsieur Maïga vient de nous parler un peu d'une violation de l'accord de paix. Et selon vous, qu'est-ce que suscite tous ces problèmes? Bon, moi, je pense que il va falloir il faut que les gens se disent un peu la vérité. C'est une situation extrêmement difficile et grave que le Mali est en train de vivre. Et si chacun y met du sien, moi je suis convaincu qu'on peut faire bouger les lignes. Mais malheureusement, on a l'impression que certains se comportent de telle sorte qu'on n'arrive pas à avancer. Donc direz-vous que c'est... S'il est prévu dans tous les différents accords que ces éléments-là aient accès à la ville de Kidal, il n'y a pas de raison qu'on les bloque. Et si on les bloque,
ceux qui ont la responsabilité de mettre en œuvre ces différents accords-là doivent intervenir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si ce n'est pas prévu qu'ils aient accès à la ville de Kidal, on leur demande de replier. Et votre réaction, M. Makankone? Moi, j'ai envie de dire encore Kidal. Oui. C'est toujours la même ville de Kidal. Et il faut que les gens commencent à s'assumer. Et que par rapport au MOC, il y a eu des réunions, il y a eu les gens se compris par rapport à qui. En fait, c'est la SEMA qui empêche à des groupes qui, selon elle, des groupes non signataires, ne sont pas signataires de l'accord de l'entrée dans Kidal. Maintenant, dans le MOC, il est prévu qu'il n'est pas interdit à ces gens, ça c'est clair, il n'est pas interdit à ces gens d'être intégrés parce qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres discussions qui ont fait en sorte que ces gens sont dans le processus de paix. Donc, ils sont obligés leurs éléments sont obligés de faire partie du MOC. Et donc, la SEMA ne peut pas les empêcher. Et puis, pourquoi est-ce que c'est la SEMA seule qui interdit à ce que ces gens entrent à Kidal pour faire partie du MOC, pour faire avancer l'accord pour la paix? Moustapha a dit quelque chose qui est vrai. Et il est dit qu'il y a des sanctions qui sont prévues par rapport et contre ceux qui empêchent à ce que l'accord soit appliqué. Ça, c'est clair que c'est une violation pure et simple de l'accord parce que ça empêche, autant ici au sud, il y a des individus qui font en sorte que l'accord n'avance pas. Au nord, c'est très clair aujourd'hui, surtout par rapport à ce sujet, c'est connu de tous que c'est la SEMA qui a dit, et puis elle ne s'en cache pas, qui interdit à ce que des groupes rentrent, des éléments de certains groupes entrent à Kidal pour faire partie du MOC. Donc ça bloque le processus de paix. Donc c'est clair que tout le monde doit s'assumer, et le gouvernement et la communauté internationale. Donc direz-vous qu'il y aurait peut-être un manque de confiance entre les acteurs eux-mêmes? Absolument, ça c'est connu de tous d'ailleurs. C'est pourquoi on n'avance pas beaucoup, parce que on a l'impression que les gens ne parlent pas la même chose. Puis tant que, ça c'est quand même très important, c'est-à-dire tant qu'il est question de Kidal, il y a un problème par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Tant que c'est Kidal qui est concerné, tant qu'il faut passer par Kidal, rentrer à Kidal ou faire quelque chose dans la ville de Kidal, c'est la SEMA qui s'impose. Et là, il n'y a rien à faire, ni le gouvernement, ni la communauté internationale. Personne ne peut rien contre ça. Dès que c'est la ville de Kidal qui est concernée, c'est la SEMA qui gère et c'est l'agenda de la SEMA qui est respecté par et de tous. Et vous, M. Meiga, diriez-vous la même chose que M. Makankone concernant ce blocage-là? C'est clair. Makan connaissait de quoi il parle. La SEMA, c'est le maître des lieux à Kidal. La SEMA ne peut pas être jugée partie. Ne peut pas signer un accord et le transgresser. Surtout qu'aujourd'hui, toutes les parties signataires sont confrontées à des délais. Il y a des engagements et il y a des délais. Donc cette situation bloque tout le processus et ça va contribuer, n'est-ce pas, à créer d'autres tensions, d'autres problèmes. Et vraisemblablement, il faut encore attendre pour que cet accord de paix soit quand même la solution à tous les problèmes qui se passent aujourd'hui dans le nord du pays. Et dans ce cas, quelles sont les chances de cet accord d'être mis en œuvre? Comment? Je dis, dans ce cas, quelles sont les chances de l'accord d'Alger d'être mis en œuvre? Quelles sont les chances? Il faut que la média... J'ai parlé tantôt, au-delà de l'accord de paix entre les parties signataires, le gouvernement, à travers le ministère, parce que c'est le ministère de la Réconciliation qui représente le gouvernement, a signé avec la médiation internationale un pacte pour la paix. Et je crois, Makan peut m'aider, je crois que c'est pour 6 mois. C'est pour 6 mois. Et paraphé donc par les signataires de cet accord. Donc c'est à eux de veiller, de trouver la solution. Parce que on a dit toujours qu'il y a blocage dans ce pacte pour la paix, quand il y a blocage entre les parties signataires, c'est la médiation internationale qui a donc la voix prépondérante. Donc, il incombe aujourd'hui à cette médiation internationale d'intervenir. Je crois qu'elle l'a fait. Selon les informations, la MINUSMA a écrit à la SEMA
par rapport à cette situation, et la CEMA aurait donc réagi. Mais on le sait, il y a comme une complicité entre la MINUSMA et la CEMA. Il ne faut pas se cacher de le dire, cette vérité. Et vous, M. Hassan Koné, tous les acteurs veulent-ils vraiment la paix? Non, en réalité, quand on analyse l'origine de cette crise, moi, mon analyse est très simple sur ce problème-là. Voilà des gens qui ont décidé d'avoir leur pays. Donc, on a mis en place un accord. Et je pense que certains ont l'impression que, en retardant la mise en œuvre de ce document, la conclusion, ils auront leur pays. Et sûrement, ils ont la garantie, quelque part à l'international, qu'il faut continuer à se comporter comme ça. Et au finish, on va vous donner un pays. À l'usure. Moi, c'est cette impression que j'ai. Sinon, je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui vous donne cette impression-là? Mais le comportement des acteurs sur le terrain. On a souvent l'impression que c'est l'État malien qui bloque certaines choses. Mais quand l'État malien commence à bouger, quand l'État malien fait bouger les lignes, on sent que de l'autre côté, ça se bloque aussi. Au moment où on a l'impression que c'est l'autre côté qui bloque et qui veut avancer, on a l'impression au sud que c'est l'État qui bloque les choses. Bon, l'État est dans son rôle. L'État a l'obligation de préserver le territoire du Mali. Mais des fils du Mali qui ont décidé à un moment donné d'avoir une portion du territoire du Mali pour créer leur propre État, bon, je pense à un moment donné, il faut que les gens acceptent que cette prétention-là n'est pas réalisable. Ils n'ont qu'à revenir dans la famille et on va vite aller, on va sortir de cette histoire. Il faut qu'on sorte de ça. Parce qu'en jouant les petits malins, en cherchant à bloquer, ils bloquent le développement de tout le pays. Et je suis convaincu que même si on finissait cette crise-là aujourd'hui, cette zone où ils veulent créer cet État, dont ils ont prétendu vouloir développer, ils ont ramené la zone en arrière pour 50 ans. Ça sert à quoi? D'accord. Alors, Monsieur Makan Koné, direz-vous la même chose que Monsieur Hassan Koné concernant le retard acquis? Oui, moi je crois, en fait, ils sont pas... Par rapport à l'État, je crois que là, ils sont redescendus sur terre, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas créer un État dans cette zone. C'est-à-dire qu'ils ont manqué déjà de soutien, ils vont manquer de soutien à l'international, c'est important, diplomatiquement parlant, je vais dire. Financièrement, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir un État sur cette zone, mais ils veulent avoir leur zone à eux. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai discuté avec certains en tant que journaliste et tout, et au-delà d'un État organisé et tout, qui sera difficile pour eux à gérer et tout, ils disent qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin à Kidal. Parce qu'il y a des ressources minières, des richesses minières, aéroports et tout. Vous savez, de Kidal, vous pouvez, n'importe quel avion peut de n'importe où atterrir à Kidal. Kidal, Tessalit, cette zone, c'est vraiment une zone très, très stratégique. Donc, ils sont plus, ça c'est mon point de vue, dans la création d'un État et tout, mais en tout cas de s'accaparer de cette zone, les richesses de cette zone, avoir une petite zone à eux, la gérer comme ils veulent, faire leur trafic, parce que ça il ne faut pas l'oublier, leur trafic de drogue, de cigarettes et tout. C'est-à-dire, ils veulent vraiment créer un no man's land dans cette zone. C'est pourquoi ils ont peur des yeux de l'État. Quand il y a un État organisé là-bas, la police, la gendarmerie, l'armée et tout, ça les empêche de se mouvoir comme ils veulent, de mener à bien et comme ils l'entendent leur trafic et tout. Donc moi je crois que c'est cela. C'est pourquoi ils traînent les pieds, c'est vrai. Et ils n'ont aucun intérêt. Et eux là-bas, je l'ai dit à un moment donné, et certains ici n'ont aucun intérêt. Il y a des gens qui vivent de cette crise en réalité. C'est aussi cela. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on mette fin à cette crise. Le gouverneur de Kidal, par exemple, aujourd'hui on parle du gouverneur de Kidal, il est à Gao. Il est à Gao et puis il a des gens, il a sa petite milice entre guillemets et tout. Il est de Kidal. Donc pour vous dire, quand on nomme quelqu'un de Kidal qui est au courant de tout ça, gouverneur à Kidal, ce n'est pas une avancée. Ça n'a rien à voir avec une avancée. Une autre personne aurait dû être nommée à ce poste-là. Absolument. Parce qu'il est natif de Kidal, il est de Kidal, il a ses gars, lui, de Kidal aussi. Donc il peut aller, malgré ça, il est installé à Gao, il a son bureau à Gao.
Mais il peut aller à Kidal comme il veut parce qu'il est de Kidal. C'est comme si toi tu vas dans ton village, c'est la même chose. D'accord. Ouais. Alors à présent, nous allons parler un peu du concours d'entrée à la fonction publique. 25 535 candidats en liste pour 827 postes. Le processus est-il transparent, Monsieur Hassan Koné? Question difficile. Ce concours, je l'ai fait 4 fois et je n'ai jamais passé. 4 fois. 4 fois, peut-être même plus. Je vais passer 4 fois. Je n'ai pas passé. Peut-être les gens, quand je vais parler, les gens vont trouver que je ne suis pas objectif. Mais ce concours n'a jamais été transparent. Il n'a jamais été transparent. Et quand vous dites il n'a jamais été Il n'a transparent, jamais été transparent, ce concours. Je sais de quoi je parle. Je suis sorti de l'ENA avec certains. On arrête, ce concours n'a jamais été transparent et il ne sera jamais transparent. D'accord. Et vous, Monsieur Makankone? Moi, je soutiens entièrement ce qu'il dit parce que rien ne prouve que ce concours il est transparent. Et ça, c'est la gouvernance même. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de travailler un peu dans l'administration, je sais un peu cette chose. Mais je crois que Hassan Koné a parfaitement raison. Si ce concours s'est passé normalement, d'abord l'administration, on a des cadres dans l'administration qu'on n'aurait pas dans cette administration. Et puis notre administration sera, je crois, beaucoup plus performante qu'elle l'est aujourd'hui. D'accord. Et vous, Monsieur Meiga, concours d'entrée à la fonction publique, on peut parler de transparence? Bon, comme on appelle, Hassan Koné l'a dit avant nous, il faut pas qu'on se leurre. C'est une formalité. Il faut faire un concours d'entrée pour la fonction publique. Il faut le faire. Donc, c'est un maquillage. Et puis, c'est tout. Pourquoi vous dites que c'est un maquillage? Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin en disant 25 000 candidats. C'est combien de copies à corriger? Qui vont corriger? Vous allez voir que ces copies ne sont jamais corrigées. Pour combien de places? Pour 800 places. Ceux qui doivent passer sont déjà connus. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est une question de formalité. Tous les Maliens le savent et ça n'émeut personne. D'autant plus que même là où c'est plus sérieux, c'est-à-dire les examens du diplôme d'études fondamentales, le baccalauréat, tout le monde sait comment ça se passe, a fortiori un concours pour des adultes à ce niveau. D'accord. Oui, vous voulez réagir? Oui. Non, il y a quelques chanceux quand même qui arrivent à se tirer d'affaires. Hein. Quelques chanceux. Oui, il y a quelques chanceux que vraiment, Dieu a vraiment fabriqué des gens, quoi qu'on fasse. Ils passent. Ils arrivent. Bon, Dieu réunit les circonstances. Ouais, ça, on fait tout, on les jette là, ils tombent sur la bonne position. Mais sinon, ce concours, je sais de quoi je parle, ce concours n'a jamais été transparent et ce concours ne sera jamais transparent. Et en ce qui concerne les chances de ces plus de ces 25 000 candidats? 25 000 candidats, 800 places. 25 000 candidats, 800 places. C'est-à-dire quand on a un diplôme, quand on dit à le concours de la fonction publique, on est obligé d'aller être candidat. Obligé. Sinon, on est obligé d'aller être candidat pour avoir la conscience tranquille. Sinon, ce n'est pas la peine de postuler. Non, parce que c'est ce qu'on ne dit pas, qu'on va dire tout doucement ici, c'est qu'il y a aussi des réseaux au niveau de la fonction publique et tout, qui vendent ces concours. Tout le monde est au courant. On ne peut pas le prouver à 100%. Mais il y a des gens qui approchent les étudiants, les finalistes et tout, pour dire, qui proposaient même, on a vu il y a 2 ou 3 ans, un concours qui a été annulé, parce que les sujets étaient, disons, les gens qui devaient passer étaient connus, les gens qui avaient pris de l'argent étaient connus également. Ça a même fait un grand scandale au niveau de la fonction publique. Je ne sais pas la suite de l'affaire, ce que ça a donné. Mais pratiquement à chaque concours, c'est comme ça. Et puis, tout le monde tire son épingle du jeu, quoi. D'accord. Alors, et vous, M. Meiga? Madame, je ne sais pas quand est-ce que ce concours va se passer, mais sans être le directeur de la rédaction du studio Tamani, je vais vous demander d'envoyer un reporter au niveau des salles d'examen. Vous allez constater le brouhaha et la pagaille qui vont se mêler dans ces salles d'examen pour démontrer que c'est du pipeau, ça ne va absolument nulle part, que tous ceux qui sont
donc, qui doivent passer, ils le sont déjà. Il y a eu des années, et je crois que certains des auditeurs peuvent le constater, il y a eu des fois où des gens ne se sont même pas présentés dans la salle d'examen, ils ont passé au concours de la fonction publique. Donc, moi, ça me rappelle juste ces derniers temps l'appel à candidature pour les postes de directeur général ou de président-directeur général, tout le monde le sait au Mali. Et ceux qui vont à l'oral pour ces postes ne sont pas nommés en conseil de ministre, directeur général ou PDG. J'en connais et je me garde d'en citer sur votre antenne le cas d'un confrère à nous qui était premier au niveau de l'appel à candidature, mais qui n'a pas été nommé DG. D'accord. Oui, et vous, monsieur? Non, et je le dis, hein, c'est l'un des grands problèmes de la République du Mali, de l'État du Mali. La corruption. Les meilleurs de ce pays ne sont pas choisis pour servir ce pays. C'est tout notre problème. Et tant qu'on ne reviendra pas aux normes, les meilleurs doivent servir le pays. Tant qu'on ne reviendra pas à cette norme-là, on restera dans un système de corruption permanent. On dit lutte contre la corruption, ça commence bien sûr par là. Quand je paye pour passer un examen, je paye pour avoir un poste. Mais j'ai payé, je dois me faire rembourser. C'est la même chose quand je paye pour être élu. Quand je paye de l'argent à une population pour qu'on m'élise à un poste. Mais quand même, je paye pour dire, je vous paye, votez pour moi pour que je vienne vous servir. C'est quand même incohérent. Je vous paye, votez pour moi, je viens me servir. Et c'est dans ce système de corruption permanent nous allons rester et ce pays restera à la traîne. C'est là la fonction publique. Il faut d'abord moraliser les cadres de ce pays. Ok. Alors, pour clore ce forum de la presse, nous allons toucher le dernier chapitre qui parle de la visite du Premier ministre à Gao. Sa déclaration, Soumaïla Boubèye Maïga a regretté une complicité entre certaines populations et les auteurs de violences. Monsieur Makankone. On a beaucoup parlé de cette visite. Hein. On a d'ailleurs su beaucoup d'études du Premier ministre qui demandait à chacun de choisir son camp. Moi, ça, c'est quand même un tweet qui m'a beaucoup touché parce que c'est fort quand même. Hein. Un Premier ministre allait dire dans une ville c'est quand même le patron de l'administration. Et puis les ressortissants de Gao aussi allaient dire aux gens choisissez votre camp, choisissez son camp par rapport à quoi. Je commence à avoir en tout cas des remontées par rapport à cette visite. Je crois que ça peut avoir des côtés négatifs même par rapport au comportement des populations à Gao et tout. Les gens, nombreux sont ceux qui croient qui pensent qu'il est allé assez loin, qu'il a assez parlé et que ce n'était pas l'occasion. Surtout, bon, on a vu des cas, quand même beaucoup de situations aussi dramatiques à Gao que celle du jeune qui a été assassiné. C'est vrai qu'il faut le regretter, il faut présenter des condoléances et tout. Mais les gens pensent que le Premier ministre, il y est allé un peu fort à Gao. D'accord. Et vous, monsieur Maïga, qu'en dites-vous? Bon, je crois qu'on a un peu tout suivi le passage de monsieur le Premier ministre chez lui à Gao, où il a parlé de beaucoup de thèmes, l'insécurité, le découpage territorial, Barkhane. Donc, moi, je me suis dit que Soumaïla Boubèye Maïga, en allant chez lui-même à Gao, il a d'ailleurs cité beaucoup de proverbes locaux en langue soirée pour se faire mieux comprendre. Je crois qu'il a porté un peu les habits que lui confère son parcours professionnel. Il est fils de Gao, il sait ce qui se passe là-bas, il connaît le modus operandi de tous les actes néfastes qui nourrissent un peu la crise au nord. Il est journaliste, il est ancien directeur de la sécurité d'État. Il est au forfait de tout. Mais en homme d'État, c'est un peu cela peut-être que Makan dénonce. Il a dit un langage de vérité qui peut être un excès. Mais en tous les cas, il a soutenu les citoyens, il a soutenu l'État. C'est quand même le langage de la vérité. Il a dit par exemple qu'il s'étonne que tous les actes qui sont posés, les assassinats, ça puisse se faire à l'intérieur de la ville sans qu'on ne puisse par exemple retrouver le moindre auteur. Bon, dans ce cas, nous le rejoignons.
Mais nous allons lui dire que on aurait bien voulu, parce qu'il est quand même le premier des ministres, on aurait bien voulu qu'il dise à ces populations de Gao ce que l'État offre comme garantie à ces mêmes populations. D'accord, M. Maïga, oui. Oui, si elles collaborent. Moi, je voulais dire que le Premier ministre aurait dû dire aux populations, pour les mettre en confiance, qu'est-ce que l'État malien offre comme garantie aux populations si elles collaborent avec ces forces de sécurité. Mais il a été question de prendre de nouvelles mesures concernant cette insécurité-là dans la zone. Oui, les nouvelles mesures, c'est 150 policiers, 150 gardes, ça fait quoi? Et la création de 2 commissariats, si je ne me trompe. Non, il y a déjà Gao a toujours un deuxième, disons. Un deuxième. Gao a toujours un commissariat de police. Donc, les nouvelles mesures, c'est un deuxième commissariat, 150 gardes, 150... Que toutes les forces de sécurité se mobilisent. Moi, je parle de garantie parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'État malien, quand je dis l'État malien, c'est Bamako, c'est à 1000 km de Gao. Qu'est-ce qui se passe si les populations dénoncent ceux qui sont à la base de ces attentats? Il y a ce qu'on appelle les représailles. D'accord. Oui. Monsieur Hassan Koné? Oui, monsieur Maïga. Oui. Oui, monsieur Hassan Koné. Et bon, je suis entièrement d'accord avec mes 2 prédécesseurs. Mais il faut reconnaître que le Premier ministre, il est de Gao. Et vraiment, moi, je pense que son discours a été beaucoup plus motivé par le fait qu'il soit de Gao, qu'il soit au courant de ce qui se passe là-bas. Et vraiment, il s'est laissé aller. Je suis convaincu que si c'était un Malien ressortissant d'une autre région qui parlait aux populations de Gao, il allait peut-être avoir un ton beaucoup plus chose. Mais comme là, il se sentait chez lui, il se sentait avec ses parents et il a estimé à un moment donné qu'il faut se dire un langage de vérité. Et effectivement, il faut quand même à un moment donné qu'on se dise un langage de vérité. C'est vrai, c'est à l'État d'assurer la sécurité de la population. Mais c'est aussi à la population d'assurer sa sécurité. Maintenant, quelle est la responsabilité de la population de Gao dans sa sécurité à Gao? Est-ce que, bon, on sait quand même que la ville de Gao, par moment, depuis le début de cette crise, les jeunes de Gao ont été suffisamment exemplaires dans la gestion de la crise au nord. Et malheureusement, je ne comprends pas ces 2 dernières années, cette jeunesse-là, on ne la sent plus dans la sécurité de la ville. Et pourtant, la jeunesse de Gao arrivait pratiquement à assurer la sécurité de la ville au plus fort moment de la présence djihadiste à Gao. Mais pourquoi ces 2 dernières années, il y a eu ce problème de fléchissement? Ou bien c'est parce que l'État ne les a pas accompagnés, ou bien c'est parce que ces jeunes ont été déçus d'un certain nombre de choses qu'ils ont pratiquement baissé les bras. Voilà des questions qu'on peut se poser. Il y a 2 choses que Moustapha a évoquées qui sont extrêmement importantes. D'abord, aujourd'hui, à Gao, quand vous dénoncez, si vous dénoncez les représailles, qui est là pour vous couvrir, pour vous sécuriser et tout, et pour rejoindre Hassan cette fois-ci, les jeunes ont compris que l'État, on sentit, disons, que l'État ne les suit pas trop. Moi, j'étais à Gao il y a 2 ou 3 semaines, les gens pensent que les populations de peau claire sont plus favorisées que les sédentaires. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est aujourd'hui dans la tête de pratiquement tous les jeunes de Gao. Donc, ça les fait, genre, frustration, et ils se retiennent par rapport à certaines dispositions. Sinon, on sait tout ce qu'ils ont fait pour combattre les djihadistes et tout. Il y a ça. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, à Gao, tout le monde est armé. Ce problème, la solution, elle est très... Il faut désarmer les gens. Moi, je vous ai dit, quand j'étais à Gao récemment, une nuit, ça c'est une anecdote, j'étais à la maison, on entend des coups de feu, mais mes parents qui sont là-bas, mes frères, ça ne les a rien fait pratiquement. Mais moi, j'avais peur parce que c'était vraiment des rafales. Après, on a appris qu'il y a une boîte de nuit dont les gérants a été attaqués. C'était vers 2h, 3h du matin. Mais à Gao, aujourd'hui, ça ne dit rien, un coup de feu. Moi, j'ai eu peur parce qu'il y a un moment que je ne partais pas et tout et tout. Tout le monde est armé. Et ça, c'est le rôle de l'État, par contre. Il faut désarmer les gens. Il faut désarmer les gens. Alors, merci beaucoup, Monsieur Makankone. Cela me fait à ce forum de la presse. Merci à nos invités. Monsieur Makankone du journal La Nouvelle Libération, Moustapha Maïga du groupe Sikoro Ségou, Hassan Koné de NotreNation.com. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de nous dirait. La régie est assurée par Mamadi Keïta. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Sigika Foba. Et de
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maudi. Shenni Beri Sikika Foba.